Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus en nombre ce soir. Donc, Lionel Mignot, responsable du service culturel des BU. Bienvenue pour cette nouvelle conférence du cycle Questions de société qui va évoquer la question des restitutions des œuvres d'art par la France. Alors c'est un sujet d'actualité car aujourd'hui, selon les experts, 90% du patrimoine artistique et culturel africain se trouverait en dehors du continent africain. Christine Ferrari-Breher évoque ce cas juridique complexe dans le cadre du rapport sur la restitution de patrimoine africain commandé par Emmanuel Macron en 2017 et remis en novembre 2018. À la suite de ce rapport, il a été décidé par le président de la République de rendre 26 œuvres, dont les statues royales d'Abomey, demandées initialement par le gouvernement béninois, qui était propriété du musée du Quai Branly. C'était donc la première fois qu'une ancienne colonie formulait de manière officielle une telle requête à la France. Donc dans ce cadre, la problématique développée par Christine Ferrari-Breher porte sur la question de la propriété des biens culturels en envisageant deux situations, les biens culturels pillés ou spoliés. Donc je vais vous présenter Christine Ferrari-Breher, je ne sais pas si c'est nécessaire, vous la connaissez bien, mais je vais la présenter quand même. Vous êtes responsable du Master Droit et Fiscalité du marché de l'art, directrice adjointe de l'Institut Droit Art Culture IDAC depuis 2012, et vos travaux en droit administratif des biens portent essentiellement sur le droit des biens mobiliers culturels, et notamment sur les questions relatives au droit national comparé ou européen. Donc nous allons commencer la conférence, et puis il y aura bien sûr un temps d'échange à la fin, si vous avez des questions, et j'imagine qu'elles seront nombreuses. Voilà, donc bonne conférence. Merci beaucoup, Lionel, Monsieur Mignot. On va faire les choses correctement. Voilà, donc merci d'être si nombreux. J'espère qu'effectivement, je ne décevrai pas cette attente. Je souhaite d'abord remercier la bibliothèque universitaire de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de présenter ce qui fait l'objet central de mes travaux et de mes cours, effectivement, au sein de l'IDAC. Donc on va procéder effectivement en deux temps. On va partir de l'actualité puisque c'est un thème, comme l'a très bien dit Monsieur Mignot, c'est un thème d'actualité. Et puis on traitera de deux problématiques qui semblent être les mêmes, mais qui sont en réalité très différentes. Alors on va partir de l'image, une des images qui constituait l'affiche de présentation de cette conférence. Alors il s'agit d'un tableau qui a été peint en 1639 et qui s'appelle, comme vous pouvez le deviner, Savant aiguisant sa plume. C'est un tableau de Salomon Koenig, qui est un peintre hollandais, et qui a été volé par les Allemands à la famille du collectionneur Adolf Schloss. Et cette œuvre a été restituée aux héritiers Schloss à New York fin mars 2019. Donc voilà, pour vous donner un premier exemple qui ne concerne pas la France en particulier, et justement pour vous montrer que cette démarche n'est pas strictement française. Alors maintenant, on va en venir à la situation de la France. Alors voilà, autre exemple très récent aussi. Donc il s'agit d'un portrait donc peint par Thomas Couture. Et ce portrait, là aussi, il a une histoire extrêmement intéressante. Ce portrait, il a été peint donc dans les années 1800 et il appartenait à un homme politique. C'est assez rare, si vous voulez. Là, l'exemple que j'ai donné auparavant, c'était un tableau qui appartenait à une famille de grands collectionneurs. Ce tableau-là, il appartenait à Georges Mandel et il vient d'être rendu. Donc, quand je dis il vient, en fin 2019, il vient d'être rendu aux héritiers de Georges Mandel. Et comment a-t-on fait pour le récupérer ? Eh bien, tout simplement, il a été récupéré parmi les œuvres qui ont été trouvées dans l'appartement de Cornelius Gurlitt. Peut-être avez-vous entendu parler de ce collectionneur. En fait, Cornelius Gurlitt habitait à Munich dans les années 2000.
2000, et c'était le fils de Hildebrandt Gurlitt qui a aidé à, on va dire, spolier les biens juifs, et qui a été à l'origine de la dispersion d'un nombre très conséquent d'œuvres. Alors, quand on a retrouvé les tableaux dans l'appartement de Cornelius Gurlitt, il y avait à peu près plus de 1000 œuvres, on a trouvé ce tableau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, la compagne de Thomas Mandel, quand elle s'était aperçue du vol, donc tout de suite après la guerre, en 1945, avait dressé un inventaire des tableaux qui avaient été volés, et elle avait noté comme caractéristique qu'il y avait un incident au niveau du décolleté du tableau. Le tableau avait été endommagé. Et en fait, c'est cet élément-là qui a été signalé dès 1945 qui a permis, lorsqu'on a trouvé le tableau dans l'appartement de Cornelius Gurlitt, d'identifier que c'était effectivement le même tableau, parce que le trou avait été rebouché, mais la restauration effectivement se voyait, et du coup on a pu, avec toute l'assurance possible, dire que c'était bien le tableau qui avait été dérobé à Mandel et à son épouse, enfin sa compagne, et donc ça a été effectivement restitué. Je ne sais plus si on a une photo où on voit la restitution. On a au moment de la... peut-être pas. Voilà, on voit les personnes, donc ce sont les ayants droit de Georges Mandel. Voilà, et ça, encore une fois, ça a été fait en 2019. Donc ça, c'est une première illustration de la problématique de la restitution des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à côté de ça, comme vous l'a indiqué Monsieur Mignot, il y a une autre problématique qui est la problématique de la restitution d'une grande partie du patrimoine culturel africain qui se trouve en particulier dans les musées français. Et donc là, on peut regarder une première illustration de ce qu'on entend par là. Alors là, vous allez voir donc éléments du patrimoine du Bénin, celui que vous voulez, on ne sait pas, on a mis des trucs et du coup on l'a perdu. La trace, voilà, la couronne, une couronne funéraire. Donc voilà, effectivement, l'histoire a commencé avec le discours du président Macron, j'y reviendrai, et qui a expliqué que en 2017, et qui a expliqué que d'ici 5 ans, il fallait que on crée les conditions pour qu'il y ait un retour du patrimoine africain en Afrique. Et à partir de là, on a commencé à travailler et on a ciblé donc 26 œuvres qui vont être restituées au Bénin. Alors vous en avez ici une illustration. Alors tout ça va prendre du temps. En réalité, pour l'instant, rien n'a été fait. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Mais en tout cas, disons que le processus est très long. Le principe est acté, mais il apparaît que la loi sera peut-être votée en 2020 et on nous dit peut-être en 2021. Donc, vous voyez, on fait non seulement de l'actualité, mais en ce moment, on fait aussi des prophéties. On est dans l'avenir, puisque cela n'est encore pas fait. Donc, voilà. En termes d'introduction, j'ai pris ces quelques exemples pour vous montrer la variété des situations que nous allons aborder. Et en réalité, quand on parle de restitution, en fait, c'est un terme générique, comme je vous l'ai indiqué, qui recouvre 2 situations tout à fait différentes. Il y a effectivement la question de la spoliation, qu'on va voir dans un premier temps, et puis on va voir cette autre question qui est encore une fois juridiquement différente, qui est celle de la restitution d'un patrimoine qui appartient, alors je vais dire un État pour aller vite, mais c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Donc d'abord, quelques mots de présentation sur la spoliation des biens appartenant donc aux familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'il faut entendre par spoliation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par spoliation ? En fait, il y a eu, on va dire, une évolution un peu dans la terminologie utilisée. Désormais, quand on parle de spoliation, il y a 2 situations très différentes. Première situation,
c'est ce qu'on appelle, ça peut paraître bizarre, hein, on le met entre guillemets, ce sont les situations de vol légal. Pourquoi on parle de vol légal? En fait, ce sont des ventes forcées, c'est la confiscation par l'administration de Vichy, ce sont des ventes qu'on appelle à vil prix, c'est-à-dire un prix tout à fait inférieur à la valeur, donc des ventes qui ont été faites par des juifs qui étaient aux abois, qui étaient pressés de partir. Donc ça, c'est de la spoliation et c'est ce qu'on appelle un vol légal. Et puis, à côté de cette situation, bien évidemment, vous avez les vols en dehors de toute procédure. Hein, donc là, il n'y a plus aucun élément de légalité. Et on le comprend aussi, c'est aussi compris dans le terme de spoliation. Donc nous, on va retenir cette vision très générale de la notion de spoliation. Alors, le contexte. Comment ça s'est passé? Alors peut-être que certains connaissent ça mieux que moi d'ailleurs, mais enfin, juste pour rappeler quelques étapes extrêmement importantes. Alors d'abord, on peut dire qu'au tout début de la guerre, ces opérations, on va dire, de spoliation sont l'action de diplomates. Et ce sont quelques éléments extrêmement isolés. Puis, l'armée va prendre le contrôle du pillage et on va créer une véritable cellule, un état-major qui va être chargé de réaliser ces opérations de spoliation de très grande envergure. Alors, je ne vais pas vous le dire en allemand parce que j'ai des souvenirs d'allemand qui sont assez lointains et je risque de le prononcer extrêmement mal, mais cette structure s'appelle le RR. Donc c'était l'état-major qui était dirigé par le militaire haut gradé Rosenberg, donc qui va organiser véritablement ces opérations de spoliation. Et donc on va commencer à spolier d'abord tous les grands collectionneurs de l'époque qui habitaient en France. Alors, quand je dis tous les grands collectionneurs, je vais vous donner quelques noms, ça va certainement vous parler. La collection d'Édouard de Rothschild, la collection Wildenstein, la collection d'Alphonse Kahn ou encore la collection de Paul Rosenberg. Alors, Paul Rosenberg, peut-être une petite anecdote pour ceux qui sont un peu plus people. Moi, je suis très people. Donc, Paul Rosenberg, en fait, c'est le grand-père d'Anne Sinclair. Alors, pour les jeunes, ça ne dit rien du tout, Anne Sinclair, mais pour les plus anciens, peut-être ils connaissent un peu aussi. Voilà, les présentatrices, bref. Donc, voilà, elle est l'héritière de Paul Rosenberg. Donc, on commence à spolier ces grands collectionneurs. Alors, comme ça prend de l'ampleur, en fait, il faut entreposer toutes ces œuvres. Et donc, on va réquisitionner une salle du musée, une salle entière du musée du jeu de paume, qui va ensuite s'appeler donc la salle des martyrs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille au jeu de paume, qui s'appelle Rose Valland, et qui va, durant ces années de spoliation, qui va tenir une liste des œuvres qu'elle voit arriver dans ce fameux musée du jeu de paume et qui sont entreposées. Donc, on va dire que c'est la première qui a eu le bon réflexe, c'est-à-dire de tenir encore une fois un inventaire des œuvres. Donc, alors, c'est pas toujours très scientifique, elle a fait comme elle a pu, mais en tout cas, c'est grâce à elle qu'on a ces traces. Et d'ailleurs, désormais, maintenant, nous avons une base de données avec une banque où on a tout le recensement des œuvres concernées. Et c'est une base qui s'appelle Rose Valland, justement en hommage à ce qu'elle a fait pendant la guerre. Donc, on a cette première phase qui prend de plus en plus d'ampleur, mais je dirais que là, on arrive quand même à déterminer quelles sont les œuvres concernées, etc., encore une fois, sur la base de cet inventaire. Et puis enfin, dernier mouvement, on va dire, alors là, il va y avoir un pillage beaucoup plus systématique de tous les appartements des Juifs qui ont fui,
pour vous donner un ordre d'idée, on estime à peu près qu'ont été pillés ainsi plus de 70 000 appartements et à peu près, rien qu'à Paris, 38 000 appartements qui ont été pillés. Et là, évidemment, vous voyez quel est le problème, puisque là, évidemment, il n'y a aucun inventaire qui a pu être réalisé. Donc, on n'a aucune trace, on n'a aucune description précise, si ce n'est ensuite les retours qu'on aura éventuellement des personnes concernées, ou voire beaucoup plus tard des ayants droit. Donc voilà, là, ça atteint, j'allais dire, son maximum. C'est vraiment une politique généralisée. Alors, pour couronner le tout, bien sûr, on va avoir malheureusement l'appui du gouvernement de Vichy, parce que les autorités françaises de Vichy vont adopter une législation, une législation de juillet 1941, loi de 1941, qui institue ce que je disais en introduction, c'est-à-dire le vol légal. C'est-à-dire qu'on officialise cette politique de spoliation de l'ensemble des biens appartenant aux Juifs. Et comment on s'y prend ? Eh bien, on dénie tout droit de propriété aux Juifs. Donc on dit qu'ils sont propriétaires de rien. Donc effectivement, s'ils sont propriétaires de rien, c'est tout à fait facile de pouvoir prendre leur tableau, notamment. Donc voilà, on a ce climat tout à fait, j'allais dire entre guillemets, bien sûr, comprenez-moi bien, favorable à la spoliation. Alors, la guerre continue, mais en même temps, la guerre se passe. En réalité, dès 1943, on a une première ordonnance qui évoque la nullité, qui proclame la nullité des ventes qui ont été réalisées dans le cadre de ces spoliations. Donc on a un premier acte, une ordonnance de 1943 qui proclame le principe de la nullité des ventes issues de spoliations. Et puis on va avoir une deuxième ordonnance en 1945 qui nous décrit la procédure pour pouvoir récupérer les œuvres qui ont été spoliées. Alors, à partir de là, si vous voulez, vous allez avoir une première vague de restitution qui va avoir lieu, donc dans l'immédiat après-guerre. En fait, pour aider cela, on va créer une commission, donc commission de récupération artistique, qui va être créée donc dès 1944. Et donc cette commission, elle va établir un répertoire des biens spoliés et en fait, elle va travailler jusqu'à fin 1949 et on estime que, j'allais dire, de 44 à 49, je vous donne un chiffre à la louche, plus de 45 000 œuvres d'art vont être restituées aux propriétaires. Donc, un travail tout à fait conséquent. Et juste pour vous montrer une illustration d'un bien qui a été spolié, mais qui a été restitué extrêmement tôt. Donc, ce tableau de Renoir, la jeune fille au ruban bleu. Alors, le ruban, elle l'a sur la tête en réalité. Faites-nous confiance. On fait ce qu'on peut. Donc, je sais que vous avez tous de l'imagination. Et donc, elle a le ruban bleu sur la tête. On ne s'est pas trompé d'œuvre, c'est bien celle-ci. Et celle-ci a été restituée dans le cadre de cette commission. Alors, à peu près plus de 45 000 œuvres qui ont été restituées dans l'immédiat après-guerre. Il restait à peu près 15 000 œuvres pour lesquelles donc, on n'avait pas retrouvé de propriétaire. Alors, 15 000 œuvres, c'est énorme. Donc à partir de là, on a considéré qu'il fallait faire un choix parmi toutes ces œuvres. Et donc il y a une autre commission qui a été créée, la commission du choix, qui a regardé un petit peu, qui a analysé l'intérêt des œuvres en question et qui a déterminé qu'il y en avait des prioritaires en quelque sorte. Elle a arrêté son choix sur 2143
objets tout à fait précis. Alors, je dis objets, c'est souvent des tableaux, mais ça peut être autre chose, ça peut être une sculpture, etc., peu importe. Donc, plus de 2000 objets qui ont été identifiés, qui ont été sélectionnés. Le reste, je le dis tout de suite pour qu'on n'en parle plus, donc le reste, c'est-à-dire à peu près 13 000 œuvres, ont été immédiatement vendu par le service des domaines, donc ça a été vendu et, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, on n'en parle plus. Donc on va se concentrer, donc dans la fin des années 40, on se concentre sur ces 2143 objets qui restent. Alors effectivement, ces objets, on est bien d'accord, ils sont pour l'instant sans propriétaire, tout au moins on n'a pas identifié les propriétaires en question. Alors, si on se réfère au droit français, et j'ai un spécialiste, là, je n'ai pas intérêt à me tromper, si on se réfère au droit français, il n'est pas possible d'hériter au-delà du 6e degré de parenté. Et pour vous donner un ordre d'idée, les cousins germains sont déjà éloignés de 4 degrés. Donc, vous voyez, ça va très, très vite en réalité. Donc, si on suit finalement le droit français, le droit commun, vous voyez bien que ces œuvres-là, très vite, eh bien, elles pouvaient devenir la propriété de l'État puisqu'on n'avait pas retrouvé les héritiers ou les ayants droit qui pouvaient revendiquer la propriété de ces œuvres. Donc, on a décidé que ces œuvres devaient avoir un statut particuliers. Et donc, on les a qualifiés de MNR, Musées Nationaux Récupération. Ça veut dire que quand vous allez aller dans un musée, vous avez peut-être parfois la curiosité, je l'espère, de lire les cartels. Normalement, et c'est une obligation, vous devez avoir sur chaque cartel, si c'est une œuvre MNR, eh bien, MNR et le titre, etc., les caractéristiques que le musée souhaite indiquer. Alors vous allez me dire, oui, vous avez bien gentil, les œuvres MNR, et alors, c'est quoi le statut ? Le statut, il est extrêmement important et il a été précisé assez récemment en réalité. Ce n'est pas qu'on avait vraiment un doute, mais il vaut mieux quand même qu'on soit sûr du statut de ces œuvres. En fait, c'est la plus haute juridiction administrative qui a rendu un arrêt en assemblée, donc ça veut dire c'est vraiment la formation la plus solennelle de la juridiction administrative. Il a rendu un arrêt en 2014 et c'est écrit noir sur blanc, ces biens, eh bien, l'État n'en aura jamais la propriété. Ces biens, ils sont sous la garde des musées. L'État français n'en étant que le dépositaire, que le gardien, mais le but est de les restituer à leurs propriétaires. Donc, ça signifie donc que ne s'appliquera jamais une autre règle de droit qui est la suivante: en fait de meubles, possession vos titres. C'est-à-dire que le temps peut s'écouler, ces biens n'appartiendront jamais ni à l'État ni à quelqu'un d'autre. Donc on a préservé cette possibilité de retrouver, d'avoir le temps pour retrouver les héritiers ou leurs ayants droit, c'est-à-dire ceux qui arrivent par la suite. Donc on a ces fameux biens MNR et désormais on connaît tout à fait leur statut. Alors ceci étant précisé, comme je vous l'ai dit, à peu près plus de 2000. Et en fait, il y a, on va dire, plusieurs périodes dans les opérations de restitution. Je ne vais pas rentrer trop dans les chiffres, mais juste pour vous donner quand même des idées, des proportions. Entre 1950 et la moitié des années 90, 1994-95, donc vous voyez une quarantaine d'années à la louche, moins de 30 œuvres ont été restituées. Donc, sur 40 ans, 30 œuvres qui ont été restituées. Bon, il y a une vraie difficulté, il y a une difficulté de preuve, tout simplement, parce qu'il faut que les personnes prouvent effectivement qu'ils sont
propriétaire de l'œuvre. Or, vous vous rendez bien compte que la période de guerre ne facilite absolument pas le fait d'avoir gardé telle facture, d'avoir tel papier, etc., bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, comme je vous l'expliquais en introduction, quelquefois, il y a eu des listes qui ont été faites avec des détails particuliers qui permettent de conforter d'autres éléments qui sont venus accompagner cette demande. De même, par exemple, on a vu des photos anciennes d'appartements dans lesquels était exposée l'œuvre en question. Donc c'est un indice qui permet de prouver, pas à lui seul, mais qui permet d'établir un faisceau d'indices qui permet de prouver la propriété. Mais vous voyez, ça explique, c'est quelque chose qui est très difficile en réalité à réaliser. Donc finalement, un rythme qui n'est pas formidable, hein, en 40 ans, moins de 30 œuvres. Alors, il y a un événement politique qui se passe et qui va, faire qu'on réaccélère un petit peu le mécanisme, puisque je vous ai dit, le gros avait été fait tout de suite après-guerre. C'est le discours du Vélodrome d'hiver qui est prononcé par Jacques Chirac en juillet 1995. Discours dans lequel donc, il reconnaît la dette imprescriptible de la France vis-à-vis des victimes des déportations. Donc là, on a cette volonté politique de reconnaître cette dette, alors de manière générale, pas limitée aux œuvres d'art, hein, mais on a cette volonté politique de faire en sorte que non seulement on reconnaisse cette dette, mais qu'on arrive à réparer dans la mesure du possible cette dette. Et alors à partir de là, vous allez avoir un certain nombre d'initiatives qui vont avoir lieu. Alors j'en cite 2 ou 3 pour que vous ayez quelques idées. Fin 1996, on va avoir donc le directeur des musées de France qui va organiser un colloque qui s'appelle Pillage et restitution. Et ça sera l'occasion aussi de réaliser un catalogue en ligne où on peut trouver donc la photo de tous les biens pour lesquels on n'a pas encore trouvé les propriétaires. En avril 1997, on va faire circuler les œuvres MNR dans on va dire plus d'une centaine de musées, 4 musées parisiens et plus de 120 musées provinciaux. Parce que, encore une fois, vous voyez bien que comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un reconnaisse un tableau qui lui appartienne? Si vous le laissez dans les réserves, il n'y a aucune possibilité pour qu'effectivement on se dise mais ça c'est le tableau de mamie. Bon, donc évidemment, il faut normalement qu'ils soient exposés. Normalement, ça fait partie d'ailleurs de leur statut. Il y a une obligation d'exposition. Alors je vous dirai après que parfois, elle est mise de côté pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais en tout cas, donc là, il y a eu une volonté de faire circuler, j'allais dire, les œuvres au moins sur le territoire français. Je précise effectivement que normalement, la circulation à l'étranger est interdite pour les œuvres MNR et on verra que ça pose un vrai problème. Donc, on organise cette circulation des œuvres à l'intérieur du territoire français et toujours en 1997, on va nommer Monsieur Matteoli, qui est à l'époque, donc qui est un résistant, qui est à l'époque le président du Conseil économique et social, qui va être chargé de présider une commission donc sur toutes les questions liées aux spoliations. Donc 1997, et d'ailleurs, la commission Matteoli va rendre un rapport général en 2000 avec des rapports sectoriels, 7 en tout, dont un sur la question spécifique des biens culturels. Donc voilà en 97. Et enfin, pour terminer mes quelques exemples français, en 1999, on va créer de nouveau une nouvelle commission, la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation qui va être créée en 1999. Donc vous voyez, à partir du milieu des années 90, on a un contexte national qui redevient favorable à la recherche des héritiers.
Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a un contexte international qui devient favorable aussi à cette recherche. Alors, je ne vais pas là aussi trop donner d'exemples, mais je citerai simplement une conférence qui a eu lieu, c'est la conférence de Washington qui va avoir lieu en décembre 1998. Et cette conférence regroupe une quarantaine de pays, 44 pour être précise, et une dizaine d'ONG. Et à l'occasion de cette conférence, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de principes en la matière, et notamment un principe fondamental qui est la recherche systématique de la provenance des œuvres d'art. Alors, on est bien d'accord, hein, vous voyez, je fais les questions et les réponses, hein, c'est super. Ce sont des principes de droit internationaux donc, qui n'ont aucune valeur juridique obligatoire. Donc, si les États ne veulent pas les respecter, c'est leur problème. Mais quand même, c'est important parce qu'ils existent, ils sont posés et ils ont une force, on va dire, politique. Ça permet encore une fois de créer un climat favorable à ces restitutions. Donc voilà, on va dire, où on en est. Donc à partir de là, le nombre des restitutions va s'accélérer. Là encore, pour donner vraiment un ordre de grandeur, entre 1996 et 2000, plus de 30 MNR restitués. Ça veut dire, pour faire le parallèle, en 4 ans, 30 œuvres restituées. Et tout à l'heure, j'ai dit que dans la période antérieure, 40 ans, 30 œuvres restituées. Donc vous voyez quand même que effectivement les choses se sont singulièrement accélérées. Alors les choses se sont singulièrement accélérées aussi parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une vraie volonté politique concernant d'ailleurs les gouvernements et le ministre de la Culture de tous bords. Hein, tout le monde était bien d'accord. Donc là, il n'y a pas de clivage politique. Et c'est tellement vrai que donc les différents ministères de la Culture qui se sont succédés ont décidé désormais de développer ce qu'on a appelé une démarche proactive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette démarche proactive ? Je vous rappelle donc que depuis 1999, on a notre fameuse commission d'indemnisation pour les victimes de spoliation. Eh bien, à l'intérieur de cette commission, on a créé un groupe de travail qui est chargé de prendre l'initiative. C'est-à-dire, c'est à ce groupe de travail qu'il appartient de rechercher les propriétaires et ensuite les ayants droit, les successeurs, les héritiers de ces propriétaires. Vous voyez qu'on a inversé la démarche, on n'attend pas que des propriétaires ou leurs héritiers viennent nous trouver en disant « mais je crois que je l'ai repéré, il est dans tel musée », etc. Parce que ça suppose de se trouver au bon moment, etc., d'avoir des souvenirs. Là, on a changé la démarche. C'est l'État français qui essaye de se donner les moyens d'avoir donc cette démarche proactive. Pour vous donner une illustration, eh bien, comment a-t-on fait ? Eh bien, le ministère de la Culture a conclu une convention avec la Fédération nationale des généalogistes, c'est dur à dire, pour justement faciliter les recherches généalogiques pour arriver à l'identification. Alors, à l'identification de qui ? Des propriétaires. Mais une fois qu'on a trouvé les propriétaires, ça ne suffit pas, parce qu'en général, ils sont décédés. Il faut trouver les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui sont les héritiers. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a deux démarches à effectuer. La recherche de provenance directe, quel était le propriétaire, et ensuite, qui est susceptible d'hériter de ce tableau. Donc, voilà quelle est la démarche désormais qui est mise en place. Alors, eh ben, on peut peut-être passer à un exemple de recherche qui s'est très bien terminé. Voilà le fameux dessin. Donc, c'est un dessin de Degas qui a été restitué en 2016
à l'héritière de Maurice Dreyfus. Donc vous voyez, hein, c'est intéressant en plus parce qu'on désormais on met en scène ces restitutions. Là, c'est dans le cadre du ministère de la Culture. Alors là, on n'a pas la photo de la ministre, mais vous voyez que vraiment, on se donne les moyens et on veut le faire savoir, hein, qu'il y a cette nouvelle démarche proactive. Donc voilà ce dessin qui a été restitué, puisque là, on avait trouvé non seulement le propriétaire, mais également l'ayant droit en l'espèce. Donc voilà pour une illustration de cette restitution. Alors où on en est actuellement, on a eu droit au énième rapport, hein, le rapport de David Zivie, qui a été publié en 2018. Hein, c'est un très gros pavé, très très intéressant, qui fait le point sur la situation et qui a abouti à donc la création, enfin la reconnaissance, on va dire, au sein du ministère de la Culture français d'une véritable politique publique de recherche de provenance. C'est-à-dire qu'on veut vraiment mentionner dans une des missions du ministère de la Culture que ça fera l'objet d'une véritable politique. Et d'ailleurs, pour le coup, eh bien, c'est David Zivie qui est devenu le président de la mission qui est chargée de mettre en œuvre cette politique de recherche de provenance. Et en particulier, donc, évidemment, on met l'accent sur l'aspect recherche, hein, pour le cas, donc l'aspect enseignement supérieur. Et donc, juste, je fais un peu de pub et on en parlera si ça vous intéresse par la suite. Eh bien, dans le cadre de l'IDAC et du master dont j'ai la chance de m'occuper, nous avons mis en place le premier séminaire de recherche de provenance en France. Et juste pour vous dire, parce que c'est quand même assez exceptionnel, à Paris, personne n'a voulu se lancer dans cette aventure, parce que évidemment, ça fait un peu peur, alors que nous avons eu le Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui nous a ouvert grand ses portes, et je vous en parlerai. Il y a 4 œuvres MNR dans le musée des Beaux-Arts de Lyon. Elles ont été identifiées, nos étudiants ont fait des recherches. Et bon, si ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu. Il y a aussi non seulement des tableaux, mais il y a des biens culturels, d'autres biens. Par exemple, une boîte à musique qui se trouve au musée Gadagne. Et nous avons aussi travaillé sur cette boîte à musique, qui n'est pas cette fois-ci MNR, qui est OAR, mais c'est pareil, c'est objet. Hein, c'est objet d'art, récupération, c'est la même chose. Donc voilà où on en est. Alors, où on en est, je dirais qu'il y a une vraie volonté politique, mais comme je vous l'expliquais, il y a quand même un problème majeur, c'est que, je vous l'ai dit, ces œuvres ne peuvent pas sortir de France. Hein, dès lors qu'elles sont MNR, on ne peut pas les faire sortir de France, normalement, même temporairement. Donc, justement, dans le rapport Zivie, eh bien, il est préconisé quand même qu'on organise des expositions à l'étranger parce que, évidemment, que le monde bouge et qu'il est très probable qu'en réalité, il y ait beaucoup d'ayants droit qui soient hors du territoire national parce que, encore une fois, le but, c'est vraiment d'identifier ces ayants droit. Donc là, il y a une piste qui est largement explorée. Et puis, je dirais que l'autre élément, c'est que de plus en plus, il faut absolument que tous les biens soient exposés. Si je reprends mon exemple du Musée des Beaux-Arts de Lyon, il y a effectivement un pastel de Degas qui n'est pas exposé, mais pour de très bonnes raisons, parce qu'il est très fragile. Mais à partir de là, vous voyez qu'on touche aussi un petit peu aux limites de la technique, c'est-à-dire que ce dessin, personne ne le voit jamais. Donc en réalité, c'est vrai que ça pose quand même un problème pour qu'il puisse éventuellement être identifié. Donc voilà, on en est là en France, une politique dynamique, en espérant qu'elle continue à porter ses fruits. Alors là, dans ce cadre-là, comme je vous l'ai dit, et je le répète, ce n'est pas un problème de propriété, puisqu'en réalité, l'État ne peut jamais s'approprier ce type d'œuvre. Cette problématique, elle est très différente de celle que nous allons envisager maintenant, qui est la question de la restitution du patrimoine culturel africain. Alors, on va vous donner un certain nombre d'exemples. Alors là, normalement, on va pouvoir bouger parce qu'il a une tête. Hein.
Ouais, normalement, hein, ça va arriver. Vous faites pas de soucis, ça va arriver. Et moi, j'embraye sur mon... Là, vous la voyez, mais elle est en tout petit. On essaye de vous faire voir le truc. Tout à l'heure, ça marchait, mais enfin, c'est pas grave. Donc, là, on est dans une logique où on a des œuvres d'art, donc par exemple une statuette, qui se retrouve sur le sol français suite à des guerres, des conflits, suite à des opérations de colonisation. En fait, ici, on ne parle plus vraiment de spoliation, on va parler de captation patrimoniale ou éventuellement de butin de guerre. Alors, en réalité, cette technique de captation patrimoniale, de butin de guerre, c'est une technique qui est vieille presque comme le monde. En réalité, vous savez bien que quand on est dans une logique de création d'empire, en fait, il y a deux logiques qui vont être mises en œuvre. D'abord, c'est l'idée d'avoir une appropriation esthétique, une appropriation intellectuelle, une appropriation économique du patrimoine d'autrui. Et puis en même temps, on veut aliéner le peuple qu'on a sous sa domination. Et pour aliéner ce peuple, eh bien, il y a un processus de déculturation intentionnelle des populations qui est exercé. Donc, j'allais dire, c'est encore une fois vieux comme le monde. Et c'est tellement vieux comme le monde qu'on peut dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, le droit au pillage, c'est une pratique de guerre qui est licite. Alors, ça peut vous étonner, mais il existe effectivement un droit de la guerre. Et jusqu'au XIXe siècle, le droit au pillage, c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu. Donc, ça ne pose aucun problème et c'est quelque chose qui est très bien codifié. Sauf qu'il y a une évolution qui se produit et d'abord on constate que ce droit au pillage n'est plus exercé entre les nations européennes. Alors qu'elles l'ont exercé pendant très longtemps. On peut penser à la période révolutionnaire et on peut penser à la période de l'Empire avec Napoléon qui part sous le bras avec un certain nombre d'œuvres, notamment de mon pays natal qui est l'Italie. Bon, je ne peux pas y résister, hein, donc je le dis. Donc, voilà. Mais après, on se dit, entre pays européens, peut-être que non, on va quand même s'arrêter, sauf que la pratique, évidemment, ne s'arrête pas, puisque ces pays européens vont exporter la pratique, cette fois-ci, en direction de l'Asie ou de l'Afrique, à partir, on va dire, du milieu du 19e siècle. Et donc, on va avoir des annexions patrimoniales qui deviennent la corrélation, j'allais dire, presque automatique, presque naturelle, des guerres de conquête. Je ne résiste pas à vous citer la phrase d'un juriste britannique. Donc en 1854, il nous dit « Tous les États civilisés reconnaissent la maxime « Les acquisitions de guerre appartiennent à l'État ». Bon, voilà. Bon, comme ça, on est tranquille. Hein. Avec ça, il n'y a pas de problème juridique. Et donc, effectivement, il y a des raids militaires, des expéditions punitives qui sont réalisées par la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et bien sûr la France. Et ce sont l'occasion de prises patrimoniales sans précédent. Et d'ailleurs, hein, on affine la technique, parce qu'au départ, qu'est-ce qu'on prend ? On prend les armes, Et puis là, à cette époque-là, on commence à avoir l'œil un peu exercé, donc on prend les œuvres d'art qui valent la peine. Hein. Donc ce sont, en plus de ça, des butins, des prises de butin qui sont tout à fait sélectives et tout à fait conformes à ce qu'on veut pour l'époque. Alors, le résultat, c'est que vous avez la constitution de musées entiers qui sont la résultante de cette technique de pillage. Alors, pour ne pas toujours prendre un exemple français, je ne sais pas si vous connaissez la Belgique, et plus précisément Bruxelles, mais il y a un musée qui est très connu, qui est le musée de Tervuren. Ce musée, eh bien, il a été créé entièrement sur la base des œuvres qui ont été prises dans les anciennes colonies belges. Donc, dans les colonies belges à l'époque, hein, c'est un musée qui a été créé en 1910 et qui n'a été rempli que de cette façon. Alors, vous avez évidemment aussi ce qu'on appelle les musées missionnaires, hein, donc, qui sont ouverts par les missionnaires qui sont allés en expédition et qui ont ramené aussi un certain nombre d'œuvres. Donc, vous avez ces œuvres qui peuplent
qui remplissent les musées. Et puis, vous avez aussi des œuvres qui sont aux mains de personnes privées, notamment des militaires qui reviennent de ces expéditions punitives et ensuite qui restent dans la famille et qui réapparaissent à l'occasion de ventes d'œuvres d'art ou de dons, par exemple, qui sont faits là aussi en faveur de musées. Donc, on a cette circulation, pour employer un terme un peu neutre, cette circulation des œuvres qui se fait. Bon, alors et le droit dans tout ça, puisque je vous ai dit qu'au départ, c'était une pratique qui était tout à fait licite. Alors il faut attendre 1899 pour qu'on ait une convention de droit international, la première convention de La Haye sur la guerre terrestre qui interdit le droit au butin. Et cette interdiction, elle va être répétée dans une autre convention de La Haye qui date de 1907. Donc on va dire que si on prend le chiffre le plus récent, à partir du début du XXe siècle, 1907, on sait que cette règle du droit au butin, elle est au moins contraire au droit international. Alors après, effectivement, l'application du droit international, c'est autre chose, mais j'y reviendrai. Donc, on a un droit international qui essaye donc de contrevenir à cette pratique. Sauf qu'entre-temps, on va ensuite assister à l'œuvre on va être au cœur de l'entreprise coloniale. Et donc, comme je vous le dis, on va avoir ces musées qui se constituent. Et par exemple, en France, peut-être connaissez-vous ce nom, on va avoir la création de la mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti qui va ramener sur le sol français un certain nombre d'œuvres. Donc, vous voyez un système tout à fait général, mais qui n'est plus en accord avec le droit international. En effet, il faut que je termine sur le droit international en vous indiquant que l'UNESCO va être à l'origine de l'adoption de deux autres conventions. Une convention en 1954, toujours signée à La Haye, décidément ça doit être la ville qui s'y prête, donc une autre convention sur les conflits armés, 1954, et enfin une dernière extrêmement importante qui va être signée en 1970. Alors son titre est assez long, donc je vais me permettre de le lire pour ne pas déformer le nom, j'enlève même les lunettes pour lire mieux. Donc la convention sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites des biens culturels. C'est la convention UNESCO la plus importante de 1970. Alors, je reviens à l'application de mon droit international. C'est bien, les conventions internationales, c'est bien. C'est bien quand elles sont signées. Oui, sauf que la signature d'une convention internationale, ça n'engage pas l'État. C'est juste qu'en réalité, on montre l'intérêt qu'on a pour cette convention, mais ça ne veut pas du tout dire que cette convention, elle s'applique dans l'État. En effet, ce qui est important dans une convention de droit international, c'est qu'elle soit ratifiée par l'État, ce qui est très différent. Pour vous montrer la différence, dans le cas de cette convention de 70 de l'UNESCO, la France l'a signée en 1970. Oh ouais, super, ça m'intéresse, c'est super. Vous savez à quelle année elle l'a ratifiée ? 1997. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant 1997 ne peut pas être réglé par le biais de cette convention. Donc ça veut dire en réalité qu'on organise notre impunité, puisque en réalité, cette convention, elle ne s'appliquait pas aux faits antérieurs à 1997. Donc, vous voyez quand même une limite très importante. Le droit international, c'est bien, mais encore une fois, il a une application qui est à géométrie variable selon la bonne volonté des États. Alors, là encore, qu'est-ce qui a fait basculer la chose ? Voilà, M. Mignot vous a déjà dit l'élément extrêmement important. Encore une fois, un discours politique. Et vous voyez que c'est très important parce que ce que je suis en train de vous dire, je vous parle du droit, mais en réalité, le droit n'a aucune importance dans ces affaires.
Ce qui compte, c'est l'impulsion politique. Le droit n'étant malheureusement, et je suis une juriste, ça m'ennuie de vous dire ça, le droit n'étant qu'une technique qu'on adapte tant bien que mal pour aller dans le sens que souhaite le politique. Donc le politique, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc c'est monsieur Macron qui fait un super discours lorsqu'il va en visite au Burkina Faso et il dit « Moi, je veux que dans 5 ans, on crée, comme je vous l'ai dit, les conditions de retour du patrimoine culturel africain en Afrique. » Bon, on fait comment ? Alors, il y avait eu des antécédents. Premier antécédent, les têtes maoris. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ces têtes maoris, donc des têtes de guerriers maoris, sont réclamées depuis des années par la Nouvelle-Zélande. En fait, on ne s'y trompe pas, ce sont des restes humains, en réalité. Donc, ils sont réclamés. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, il y avait à peu près une dizaine de musées qui avaient des têtes maoris dans leurs réserves. Désormais, elles n'étaient pas exposées. Et par exemple, il y en avait une au musée des Beaux-Arts. Et donc, la Nouvelle-Zélande réclame la restitution de ces têtes parce qu'elles ont une valeur pas simplement culturelle, mais cultuelle. Donc, c'était très important pour eux d'avoir la restitution de ces objets. Alors, comme en l'espèce, il y a eu une volonté politique d'aller dans ce sens, je vous signale simplement, et ce n'est pas une mince affaire, qu'on a dû adopter une loi spécifique pour permettre que ces têtes maoris soient restituées à la Nouvelle-Zélande. Pourquoi une loi ? Parce qu'en fait, ces biens, je vous l'ai dit, appartiennent à l'État. On dit qu'ils appartiennent au domaine public de l'État. Et s'ils appartiennent au domaine public de l'État, ça veut dire qu'ils sont inaliénables et imprescriptible. Voilà, je vois que ça dit des choses. Là, ça parle, c'est parfait. Ça veut dire que non seulement on ne peut pas les vendre, mais on ne pourra jamais les vendre. Donc, il faut trouver une procédure qui les fasse sortir du domaine public français pour pouvoir ensuite les restituer à l'État qui les réclame. Donc, on a mis en branle tout le Parlement français pour voter une loi. Donc, les têtes maoris sont sorties du domaine public de l'État et des collectivités territoriales en 2010. Et on a organisé en grande pompe une cérémonie qui s'est tenue au musée du Quai Branly. Et on a convoqué à la fois les autorités néo-zélandaises, mais également des représentants des tribus qui étaient concernées. Et il y a eu une remise officielle de toutes les têtes maoris qui étaient détenues par la France. Alors, voilà, ça c'est un épisode et c'est un antécédent. Sauf que je tiens quand même à vous préciser que, vous voyez, c'est quand même particulier. Alors, il y a eu un deuxième exemple, les manuscrits coréens de la dynastie Joseon. Alors, Corée du Sud, qui, dans les années 1800, persécute des chrétiens, notamment des chrétiens français. Alors, en représailles, la France part et mène une expédition punitive en Corée du Sud. Bon, au passage, elle extermine un certain nombre de Coréens et elle repart surtout avec toute une série de manuscrits de cette dynastie. Alors, il y avait à peu près 200 manuscrits de cette dynastie qui date autour de 1400-1500. Donc, ce sont des livres extrêmement précieux qui donc ont été rapportés sur le sol français et qui ont été déposés à partir de 1886 dans ce qui va devenir la Bibliothèque nationale de France. Donc, ça veut dire que ce sont des œuvres, je le répète parce que c'est important, qui sont sur le sol français et qui sont gardé par la Bibliothèque nationale de France depuis les années 1880. Et donc l'État français considère qu'il en est totalement propriétaire. D'accord ? Et il a l'aval du juge administratif. Pourquoi ? Parce que dans la fameuse décision dont je vous ai parlé de 2014, c'était un autre volet de la décision. Le juge administratif a dit « Ouh là là, moi, quelle qu'en soit la provenance, pillage, pas pillage, tout ça, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Quelle qu'en soit la provenance, effectivement, ça, je ne parle pas des biens spoliés aux Juifs, mais ça, c'est autre chose, ça appartient à l'État. Et donc, c'est
inaliénable et imprescriptible. Donc, la Corée réclame les manuscrits et l'État français dit oh, c'est ballot, hein, on te les aurait bien rendus, mais on ne peut pas, parce que c'est inaliénable et imprescriptible. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution ? Eh ben, dans notre grandeur d'âme, l'État français a décidé de prêter aux Coréens ces manuscrits. Et quand je vous dis prêter, il y a une petite astuce technique. En fait, c'est un prêt sans limitation de durée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les manuscrits sont partis de France et on ne les reverra jamais. Sauf que l'État français, pardonnez-moi, je suis universitaire, donc je dis ce que je pense, a sauvé la face, c'est-à-dire que l'État français continue à dire c'est notre propriété, d'accord, si tu veux, hein, mais en attendant, effectivement, ils les ont restitués. Donc, vous voyez, autre façon de procéder, c'est-à-dire qu'on organise des prêts à vitam aeternam, et puis comme ça, on s'arrange un peu avec l'État. Donc voilà, je vous ai donné ces deux exemples pour vous montrer ce qu'on avait fait jusqu'à la situation du patrimoine culturel africain. Rassurez-vous, hein, je vais bientôt terminer. Sauf que, inutile de vous dire que ça fait grincer les dents, hein, l'histoire des manuscrits coréens. Les conservateurs du patrimoine de tous les musées ont dit bah ça va, on a bien compris qu'on ne les reverra jamais. Les juristes ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? C'est pas un prêt finalement, on leur rend. Alors parlons de restitution. Enfin bref, c'était une solution qui n'était vraiment pas satisfaisante. Donc quand on a eu le discours de M. Macron, pardonnez-moi, M. Macron a voulu évidemment faire les choses, ça va échapper, a voulu faire les choses comme il faut, donc il a confié l'étude de cette faisabilité à deux universitaires de renom, d'abord à Madame Savoie, Bénédicte Savoie, qui est professeure au Collège de France et qui est historienne de l'art, et à M. Edwin Sarr, qui est un écrivain et un universitaire sénégalais. Donc, on a eu le rapport Savoie-Sarr, Bénédicte Savoie et Edwin Sarr. Ce rapport, donc, qui a été remis au président de la République en 2018, qu'est-ce qu'il préconise ? C'est un rapport qui est quand même assez radical, hein, faut pas se mentir. C'est un rapport qui est assez radical parce qu'il préconise effectivement la restitution. Alors, par quelle technique ? Eh bien, il préconise la restitution des accords bilatéraux. Donc, il faudrait se mettre d'accord chaque fois entre, par exemple, la France et le Bénin et lister les œuvres. Les œuvres qui... Alors, le terme qui est utilisé, c'est le retour sur le sol béninois. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est, hein, le retour. Je ne lis pas prêt, je ne lis pas restitution. Donc, si vous voulez, hein, on est quand même un petit peu dans... On louvoie, on n'utilise pas les termes très précis. Mais donc, on essaye de se mettre d'accord, on propose de se mettre d'accord pour organiser ce retour avec une collaboration entre les gouvernements pour organiser des expositions, etc. Alors, quel est l'impact de ce rapport ? Alors, Tollé, notamment dans le cadre du personnel du musée du Quai Branly, hein, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas très très bien, et donc en particulier le président du musée du Quai Branly dit « Oh là là, mais moi ça ne me va pas du tout, d'ailleurs moi j'aime pas le mot restitution, je préfère le mot de partage ». Oui, d'accord, très bien, donc partageons. Donc encore une fois, vous voyez bien que vous avez quand même des réticences, mais ce qu'il faut savoir en réalité, parce que je suis allée à plusieurs conférences pour les entendre, en réalité, les hauts dignitaires africains ne veulent pas du tout la restitution entière de leur patrimoine culturel. Ils sont tout à fait réalistes sur les conditions de préservation, etc. Donc, en réalité, ce qu'ils souhaitent, c'est simplement que les œuvres les plus emblématiques leur soient effectivement restituées. Et ils sont tout à fait d'accord pour qu'il y ait une collaboration. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on lit le rapport Savoie-Sarr, en réalité, encore une fois, notamment les ministres de la culture africains que j'ai pu côtoyer lors de au moins 2 conférences ont bien pris la peine de dire qu'ils ne souhaitaient pas la restitution totale de toutes les œuvres qui se trouvaient dans les musées européens. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a
ici non seulement la rencontre d'une volonté politique, mais aussi une certaine non pas timidité, mais une certaine modération de la part des autorités africaines dans leurs demandes, mais ces demandes existent bien. Alors pourquoi, pour terminer, pourquoi l'Afrique? Tout simplement parce qu'on vous a dit, alors moi comme chiffre, j'ai presque même entre 90 et 95% du patrimoine culturel africain qui se trouve hors du continent africain. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur le patrimoine africain, mais il est évident que, encore une fois, en Asie, la problématique existe aussi. Alors, tout à fait. Alors oui, d'ailleurs, votre intervention, elle est tout à fait pertinente parce que j'ai oublié de vous préciser que le rapport Savoy-Sarr ne porte que sur la situation de l'Afrique subsaharienne. D'accord, donc elle est limitée. Quand on dit la restitution du patrimoine africain, donc en l'espèce, ce qui a été étudié, c'était simplement cette situation-là. Alors, pour terminer, eh bien, quelles sont les difficultés en la matière? Bon, d'abord, comme je vous l'ai dit, cette difficulté juridique avec ce principe d'inaliénabilité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le maintient, il devient dérogatoire pour l'Afrique, mais pourquoi simplement pour l'Afrique? Donc on a quand même ici une limite, mais après, il y a vous le savez mieux que moi, ceux qui sont juristes, il y a des principes, et puis après, il y a toute une kyrielle de dérogations, donc ça ne serait pas forcément un problème majeur. Comme je vous l'ai dit, les conventions modernes du droit international ne s'appliquent pas. Et de toute façon, on est limité à la bonne volonté, soumis à la bonne volonté des États. Puis, il y a peut-être aussi un autre problème. À qui on restitue en réalité? Parce que, par exemple, ces 26 œuvres ont été prises au royaume du Bénin. Le royaume du Bénin, tel qu'il existait en 1880, il n'existe plus. Donc, en réalité, on a aussi cet autre problème qu'il y a des frontières nouvelles qui se sont constituées. Et en réalité, qui est-ce qui risque d'avoir ces œuvres? C'est peut-être même pas le Bénin, ça risque d'être le Nigeria, puisque maintenant, il y a un certain nombre de territoires qui sont situés au Nigeria. Donc, vous voyez, là aussi, il y a quand même une problématique réelle qui tient à la nouvelle géopolitique qui a été mise en place. Donc, là aussi, on restitue, mais on restitue à quel état? Et puis enfin, je terminerai en vous disant, alors, quelle mission pour les musées français? Parce que finalement, la question, elle est là aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on joue le jeu, effectivement, et on restitue ces biens culturels au pays d'origine? Mais donc, ça veut dire qu'on accepte de perdre un certain nombre de pièces. Est-ce un problème? N'est-ce pas un problème? Je n'ai pas la solution. Je pose simplement la question. Ça veut dire donc que est-ce qu'on a l'addition de musées qui deviennent des musées beaucoup plus nationaux, ou est-ce qu'on reste dans une logique des musées universalistes qui montrent les différentes cultures, en particulier pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer? En tout cas, c'est une vraie problématique. Et je suis contente de l'aborder avec vous parce que je trouve qu'il y a un parallélisme à faire avec l'enseignement supérieur. Finalement, quelles sont les missions de l'université actuellement? C'est aussi une interrogation qu'on pourrait se poser. Et bien, vous voyez, les musées français se la posent aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions. Merci. Bonjour, merci. C'est très intéressant. Merci pour votre conférence. Je me dis que finalement, le problème qui se pose avec la restitution des œuvres, c'est que ce n'est pas seulement le patrimoine culturel artistique qui a été spolié, c'est aussi l'univers qui a été détruit, qui accueillait ces œuvres. Donc on ne sait plus où les envoyer, si on peut les restituer. C'est vrai qu'effectivement, les musées sont dans un état lamentable quand ils existent. Et c'est pas sûr. Quand ils existent en Afrique? Oui. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, dans votre remarque qui est extrêmement intéressante.
En réalité, il y a une première question qui peut-être doit être posée. Au départ, ces objets que l'on voit là, ce ne sont pas des œuvres d'art. Ce sont des biens cultuels. Et donc, en les ayant arrachés de la terre d'origine, ils ont subi une transformation de leur nature. C'est nous qui leur avons collé l'étiquette d'œuvre d'art. Maintenant, on va les renvoyer, entre guillemets, dans le pays d'origine. C'est quoi pour eux? Ça ne correspond plus à ce que ça représentait. Donc il y a je pense qu'il y a effectivement une première réflexion à avoir, cette transformation de nature que nous avons opérée avec j'utilise, mais c'est pas, je ne porte pas de jugement, avec ces pillages, je le mets avec des guillemets. Donc ça, c'est un premier élément, puisque vous dites, ils ont perdu leur âme, etc. Oui, parce qu'au départ, encore une fois, ce n'était pas du tout des œuvres considérées comme des œuvres d'art. C'était encore une fois où un symbole de pouvoir, c'était, ça avait des dessins cultuels. Et d'ailleurs, quand on considérait que ça ne marchait plus, on les jetait. Et on en créait un autre, on en faisait un autre. Donc c'est nous qui lui avons donné cette valeur d'œuvre d'art. Et d'autre part, effectivement, l'état des musées africains, il est lamentable, mais ça se comprend tout à fait. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que, encore une fois, les plus hautes autorités africaines ne demandent absolument pas un rapatriement immédiat des œuvres. Elles en sont absolument conscientes. Et par exemple, il y a cette année un musée qui a fini d'être construit, qui est un musée à Dakar, qui va effectivement pouvoir accueillir dans des conditions tout à fait optimales et modernes, les premières restitutions. Mais ils en sont absolument conscients. Et c'est pour cela que je vous disais, concernant ces 26 œuvres du Bénin, non seulement il faut attendre l'adoption de la loi par l'État français, mais les autorités ont dit « Ouh là là, mais ne vous dépêchez pas, parce que de toute façon, nous aussi, il faut qu'on puisse construire une structure adaptée. Il faut qu'on ait, ils en ont désormais, il n'y a pas de souci, des personnels qualifiés, des conservateurs, etc. Donc oui, et encore une fois, c'est pour cela que, contrairement à ce qu'on peut lire dans ce rapport qui par ailleurs est extrêmement intéressant, il n'y a aucune précipitation de la part au moins des autorités officielles des différents pays africains concernés. Donc votre remarque, elle est tout à fait exacte, tout à fait pertinente. Je précise peut-être en attendant, je suis italienne, donc j'arrête pas de parler de toute façon. Il y a quand même une chose, une autre limite aussi extrêmement importante à avoir à l'esprit. Ce mouvement concernant le patrimoine africain, etc., évidemment, n'a absolument aucune prise sur les œuvres qui sont détenues par des personnes privées. On est bien d'accord que là, seul le patrimoine qui se trouve donc dans des musées, c'est-à-dire encore une fois le patrimoine, on va dire public, pour aller vite, on peut agir sur ce seul patrimoine. Celui qui est détenu par les personnes privées, on espère qu'elles soient sensibilisées et qu'en réalité, il y ait des mouvements. Et d'ailleurs, ça se produit. Il y a par exemple une association qui s'est montée pour racheter au moment de vente aux enchères les biens en question et qui les renvoie gratuitement aux pays concernés. Donc il y a aussi des initiatives, mais là, elles sont totalement privées. Et encore une fois, là, évidemment, l'État ne peut pas agir, parce que le droit de propriété, sinon, serait bafoué. Oui. J'avais une question concernant les objets, œuvres, biens, mais quand il s'agit de restes humains, est-ce que là, au niveau juridique, il y a une réflexion ou un statut particulier ? Alors, en réalité, les têtes maoris, c'est particulièrement... la question s'est posée, effectivement, et elle s'est posée devant le juge administratif. Parce qu'en réalité, il y avait conflit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous montrer le contexte, il y avait conflit entre la qualification juridique qu'on pouvait apporter à ces têtes maoris. C'est-à-dire, soit on considérait que c'était des restes humains
et entre guillemets bien sûr, hein, simplement des restes humains, auquel cas le code civil s'appliquait, etc., soit on considérait que c'était un élément patrimonial, c'est-à-dire ici ça faisait partie d'une collection Musée de France, et donc on mettait l'accent sur l'aspect patrimonial, donc c'était le code du patrimoine qui s'appliquait. Donc il y avait un conflit entre soit l'application du code civil, soit l'application du code du patrimoine, et le juge administratif a tranché en disant que c'était le code du patrimoine qui devait s'appliquer. Donc pour répondre à ta question, France, en réalité on considère que c'est un objet patrimonial. Alors, pour l'instant, peut-être qu'on pourrait avoir d'autres problématiques, voilà, hein, mais pour l'instant, c'est la réponse que je peux te donner au vu de l'analyse du juge administratif. Alors, j'ai 2 questions. Ah oui, on ne va pas lésiner. Première question, peut-être un élément qui permettrait de faire avancer les débats. Vous avez parlé des œuvres qui dorment dans les musées. Est-ce qu'on a un chiffre national qui permettrait peut-être d'alimenter la raison, on va dire ça comme ça? Alors, un chiffre national des réserves, oui, des œuvres MNR qui sont dans les... Non, des œuvres en général qui dorment dans les musées. Ouh là là, mais forcément... des millions d'œuvres. Oui, mais alors ça peut peut-être alimenter le débat en disant, écoutez, de toute façon... Figurez-vous que ce débat, effectivement, on l'a, et ça fait des années qu'on l'a. Parce que, justement, est-ce qu'il est bien normal qu'on ait autant d'œuvres en réserve qui ne sont pas montrées au public? Est-ce que, justement, on ne pourrait pas assouplir cette règle de l'inaliénabilité? Pour l'instant, on nous dit que non. C'est la logique de préservation qui l'emporte sur la logique de circulation. Et là, il y a une différence très importante entre, j'allais dire, par exemple, les législations, on va dire, françaises, italiennes, avec des forts patrimoines nationaux, et les législations anglo-saxonnes qui sont beaucoup plus en faveur de la libre circulation. Et d'ailleurs, par exemple, que ce soit la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ne connaissent pas le principe de l'inaliénabilité des œuvres d'art. Deuxième question, je me fais un peu l'avocat du diable. Oui, j'aime bien. Si vraiment l'État tenait absolument à rendre, est-ce qu'il n'y aurait pas, moi j'habite par exemple au cœur de la campagne, est-ce qu'il n'y aurait pas un site internet dédié où on pourrait dire, tiens, l'œuvre, on a toujours parlé du tableau du tonton ou du papy, tiens, on va se connecter sur le site et on va visualiser des banques d'images. Tout à fait, elle existe maintenant, cette banque d'images. Simplement, il faut qu'elle soit bien alimentée. Donc elle ne l'est pas toujours. Mais oui, il y a une vraie volonté, effectivement, outre le fait d'organiser peut-être une exposition à l'étranger, il faut bien sûr utiliser les moyens les plus modernes. Mais encore une fois, vous allez sur une banque de données, si vous savez que tonton avait un tableau, etc. Voilà. Alors que, à la limite, organiser une exposition à l'occasion d'une autre manifestation, ça peut permettre peut-être de toucher un public plus large qui, sinon, ne va pas aller consulter la banque de données en question. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, bien sûr qu'il faut à plein utiliser ces nouvelles sources de documentation, bien sûr. Une question de juriste. Vous avez parlé d'imprescriptibilité et je voudrais savoir, est-ce qu'on peut rattacher cette notion d'imprescriptibilité à la notion de crime contre l'humanité? Oui, tout à fait. C'est la même idée, c'est-à-dire... Alors, c'est la même idée, mais en même temps, l'imprescriptibilité, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je vais en perdre. Je vais en perdre en route, je pense. Il y a 2 types en fait, d'imprescriptibilité. Donc, il y a une imprescriptibilité qu'on va appeler relative, c'est-à-dire qu'en utilisant une procédure particulière, on va quand même pouvoir faire sortir des œuvres des musées et ensuite les vendre. Donc ça, c'est une imprescriptibilité qui est relative. En revanche, il y a une aliénabilité, une imprescriptibilité absolue pour les biens qui ont été donnés aux musées qui ont l'appellation Musée de France. Donc là, ça veut dire qu'on ne peut jamais, il n'y a aucune procédure qui permet de s'en séparer. Et donc je dirais qu'effectivement, là oui, on peut faire un parallèle parce qu'on estime, si vous voulez, quelque part que le donateur a fait confiance à la structure, qu'il a donné
un bien auquel il tenait, et à partir de là, il est du devoir de la structure muséale qui a cette appellation Musée de France de garder cette œuvre en son sein. Mais encore, bon, les crimes contre l'humanité, ça touche les personnes, et là, on est en matière de bien de choses. Alors justement, c'est un peu la suite logique. Est-ce qu'il y a eu, vous avez parlé des décisions du Conseil d'État, d'une décision du Conseil d'État de 2014, est-ce qu'il y a eu des procès ou des procédures qui ont été déclenchées sur le terrain pénal? Alors, pas à ma connaissance, pas sur cette question-là. Parce qu'après, sur le terrain pénal, effectivement, il y a toute la question de la détention illégale et du recel éventuellement des œuvres qui sont détenues illégalement. Mais là, on est sur un autre terrain. C'est quand on passe sur le terrain du trafic illicite des œuvres d'art. C'est-à-dire, je fais passer en douce, je ne sais pas, une statuette Maya de je ne sais pas quel siècle, voilà, et je n'ai pas demandé de certificat d'exportation, et donc je me trimballe avec elle, je traverse les frontières et je la revends. Là, ça relève du pénal. Donc les douanes peuvent vous arrêter, demandent est-ce que vous avez les papiers? Non, bah là, on est sur du pénal. Mais vous voyez, c'est une autre logique. Hein. On n'est ni sur la spoliation des biens juifs, ni sur ces restitutions qui se passent, encore une fois, d'État à État. Je ne sais pas si j'ai été... claire. Je crois que voilà. Après, ça arrive. Concernant les parchemins qui ont été entre guillemets prêtés à la Corée, Ouais. et Les manuscrits, les manuscrits, oui, pardon. oui. Et donc dont l'État français est censé être encore propriétaire, si pour X raison la France voudrait les reprendre, est-ce que ça serait possible? Je lui souhaite bonne chance. J'arrive. J'arrive tout de suite. Je lui souhaite bonne chance parce que je ne sais pas comment elle va sur le sol d'un État étranger pour récupérer ses biens. Et il n'y a aucun moyen. Aucun moyen. Voilà. Donc on l'a fait en connaissance de cause. Encore une fois, on les a fait partir en sachant qu'on ne les reverra jamais, sauf s'il y a bonne volonté de la part du gouvernement coréen qui accepte de les faire circuler et peut-être revenir en France. Mais on peut rêver, hein. Je crois que c'était par là, non ? Ouais, parce que sinon, je ne peux pas vous répondre. Enfin, oui, pour les parchemins également, je voulais vous demander, est-ce que la France a un droit d'entretien ? Ou est-ce qu'elle n'a plus aucune responsabilité et qu'elle a un droit de regard par rapport à l'entretien? Non, là, elle n'a plus aucune responsabilité, voilà, parce que de toute façon, effectivement, désormais, alors, ce n'est pas d'ailleurs un droit d'entretien, ça serait, on va dire, un devoir. Voilà. On est d'accord, oui, dans ce cas-là. Non, alors là, pour le coup, non, parce que de toute façon, elle ne pourrait pas l'exercer puisque c'est sur un territoire étranger. Oui, donc, à ce moment-là, effectivement, la responsabilité de l'entretien des œuvres relève désormais des autorités coréennes. Bien sûr. Et je pensais pour les œuvres africaines où ces pays ont des difficultés pour stocker les œuvres. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, c'est une idée en l'air, hein, c'est peut-être. Pourquoi les ambassades n'ont pas une pièce ou un endroit où il y a ces œuvres? Et comme on sait que c'est territoire du pays. Est-ce que ça ne pourrait pas résoudre le problème? Parce que ça ne serait plus à nous et en même temps, on aurait la possibilité d'entretenir ces œuvres. Alors, le but quand même n'est pas seulement, si vous voulez, la possession en tant que telle, c'est quand même de pouvoir les exposer. Et de pouvoir les exposer, parce que l'idée quand même aussi, c'est de faire voir aux populations des différents États africains la richesse de ces œuvres. Donc, si vous les gardez confinées dans un endroit où personne ne les voit... Non, mais je pensais que dans les ambassades, il y aurait des pièces où il y aurait la possibilité... alors, ça s'appelle, si on ouvre des pièces, ça s'appelle un musée. Voilà, mais un musée, mais au sein de l'ambassade, du fait, c'est territoire... du pays. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense qu'encore une fois, alors pourquoi pas, ça serait à creuser, hein, mais encore une fois, il y aurait des raisons de sécurité, et encore une fois, disons que ça serait une façon de contourner le problème et de ne pas l'affronter, parce qu'en réalité, c'est quand même
une question de propriété. On a beau utiliser des termes un peu biaisés, à un moment donné, il faut quand même appeler un chat, oui. quoi. Mais pourquoi pas? Non, je C'est vrai que comprends, ça peut été... être intermédiaire. Je veux dire, voilà. Ça peut se dire pendant 15 ans, 20 ans, le temps que l'Afrique, je ou peux juste, même 50 ans. Voilà, je peux juste vous dire leur que ça donner n'a le pas temps. été envisagé. Voilà. Bon, voilà. Je ferai remonter. Eh ben, exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous en prie. Oui, après. Oui, oui. Moi, j'avais juste une question, en fait. On a pu voir qu'à chaque fois, on a des cas spécifiques de restitution, que ce soit en Nouvelle-Zélande Tout à fait. et en Corée. Et est-ce que c'est pas peut-être un témoignage, bon, je vais toucher à un sacro-saint pour les publicistes, hein, j'en ai conscience, mais où il faut remettre en cause la domanialité publique et pourquoi pas créer une procédure peut-être plus générale avec une loi justement qui s'appliquerait, qui aurait des critères qui seraient déterminés soit par la jurisprudence. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la question qu'on s'est posée à propos du patrimoine africain, parce que c'était l'occasion, justement, éventuellement, de revenir sur cette règle de l'inaliénabilité, de l'imprescriptibilité, et donc de la domanialité publique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude juridique qui a été faite à l'intérieur de ce rapport, et à aucun moment, je dis bien à aucun moment, il n'a été question de remettre en cause ce sacro-saint principe de domanialité publique avec les deux principes qui vont avec. Donc il est clair, si vous voulez, que ça serait tout à fait possible, hein, parce qu'après tout, une règle, elle a une histoire et elle peut ensuite être modifiée. Il y a des raisons, encore une fois, le droit n'est qu'une technique et n'est que la traduction culturelle d'une société à un moment donné. Hein, donc le droit, il est là pour évoluer. Or, ce qui est quand même assez étonnant, et votre question, elle est tout à fait intéressante, c'est que jamais, je dis bien jamais, on a envisagé de remettre en cause la domanialité publique. Voilà. Donc ça peut être tout à fait frustrant, mais en tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour, parce que vous voyez, là, typiquement, on a contourné la règle en disant « Oh là là, on va faire un régime spécial pour le patrimoine africain » et on est dans le rapport bilatéral État-État et on fait une convention. Frustrant, très frustrant. Il y en a beaucoup. Si vous permettez, voilà, ça arrive. Hein. Non, mais si vous voulez prendre la parole, monsieur, déjà, vous aviez le micro. J'avais deux questions qui sont un petit peu liées entre elles et qui sont plutôt de l'ordre du droit privé. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous avez évoqué rapidement le fait qu'en France, on ne peut pas hériter au-delà du 6e degré. Et du coup, je me demande quelle place va occuper la loi successorale dans la restitution des œuvres d'art, parce qu'en principe, a priori, quand on a un objet, œuvre, objet d'art, etc., qu'on est censé attribuer à quelqu'un, dont en plus on connaît l'ancien propriétaire, je crois que c'est quand même la loi successorale qui est censée déterminer les héritiers. Et du coup, deuxième question, dans le cas où on dépasse le dernier degré de successibilité, normalement on en arrive à l'État. Oui, alors du coup, on peut se retrouver, j'ai l'impression qu'on peut se retrouver avec des œuvres qui normalement n'appartiennent jamais à l'État, qui, du fait de l'application de la loi successorale, vont arriver à l'État. Alors justement, c'est pour ça qu'on a créé cette fameuse appellation MNR. C'est-à-dire pour les biens MNR, on n'arrivera jamais à cette situation-là. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas à trouver les ayants droit, quelle que soit l'époque, l'œuvre ne deviendra jamais la propriété de l'État. Alors, encore une fois, c'est tout à fait particulier. Donc, voilà l'intérêt, si vous voulez, quel que soit... alors, bien sûr, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut la défaire. Mais en tout cas, en l'état actuel, même du fait des nouveaux textes, le sort des biens MNR est totalement préservé. Voilà. C'est vraiment dérogatoire. Hein. Il y a vraiment une volonté de les préserver. Parce que sinon, vous avez raison, au bout d'un moment, ça retombe tout à fait dans le domaine de l'État. Hein. C'est tout à fait l'analyse, elle serait pertinente s'il n'y avait pas eu ce statut particulier. Bonsoir. Okay. Je vois un mot. Ah, pardon, excusez-moi. Bonsoir. Oui. Bon, déjà, merci pour votre intervention qui était très complète et très intéressante. Moi, j'avais une question par rapport aux éléments idéologiques de toute cette question qui rejoignait la question, je crois, de Mademoiselle. C'est qu'en fait, dans l'histoire, si j'ose dire, de cette question, on constate que les arguments sont les mêmes et qu'il n'y a pas de réelle volonté de restituer quoi que ce soit. Par exemple, depuis le 18e, fin 18e, 19e siècle, il y a
la notion de patrimoine en France, avec cette réflexion qu'il n'y a pas eu dans les pays colonisés, d'où le fait que nous avions des éléments matériels pour les conserver, et que finalement, est-ce qu'il n'y a pas finalement d'effectivité par rapport à des réponses juridiques, parce qu'il n'y a aucune volonté politique et qu'il n'y en aura probablement peut-être jamais. Alors, je ne sais pas en réalité s'il n'y en aura jamais. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, les choses ne bougent que quand il y a une vraie volonté politique. Et là, je crois que j'ai insisté, me semble-t-il, et je pense que c'est important et c'est intéressant. Encore une fois, que ce soit pour les biens spoliés ou pour le patrimoine africain, les choses n'ont bougé que à la suite d'un discours présidentiel qui disait « bon, maintenant ça suffit, il faut qu'on se donne les moyens et on y arrivera ». Ce qui veut dire qu'à contrario, si effectivement la volonté n'est pas là, ça ne bouge pas. Je suis d'accord avec vous. Donc il faut qu'il y ait cette volonté, tout à fait. Dans les éléments que vous avez un peu cités, par exemple, si on prend l'exemple de l'Afrique subsaharienne, oui. Parfois c'est des éléments c'est des pièces cultuelles. Oui, tout à fait. Donc ça répond à quelque chose de plus transcendantal que le simple la culture en fait en elle-même. Mais en fait, est-ce qu'on va avoir vraiment de grosses restitutions parce que la France perdrait trop en matière touristique? Comme je vous l'ai dit, en tout cas, actuellement, on ne s'oriente pas du tout vers des restitutions de masse. On est vraiment d'accord que, et je le répète parce que c'est important d'avoir ça, il me semble, à l'esprit, évidemment, si on prend l'État français qui n'a pas du tout une volonté de restituer des pleins wagons d'œuvres d'art, mais je le répète, même de la part des autorités africaines, il n'y a pas du tout une volonté de vider les musées européens pour récupérer la totalité des œuvres en question. C'est vraiment de récupérer quelques œuvres symboliques qui, encore une fois, dont la présence sur le territoire de tel ou tel État africain aurait quand même beaucoup plus de sens que perdu au milieu d'une collection. C'est la énième statuette que peut-être les Européens n'arrivent pas à apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais encore une fois, peut-être que les choses peuvent changer, évoluer. Donc là, malheureusement, je ne peux pas lire l'avenir, mais c'est vraiment pas des mouvements extrêmement importants. Comme vous le dites, vous n'avez qu'à penser au musée du Quai Branly. Il a été construit et pensé sur cette logique-là. Donc on le ferme. Ça va aller assez vite. Je parlais tout à l'heure du musée Tervuren à Bruxelles, typiquement. Et il vient d'être juste refait, donc ça serait quand même ballot. Ouais, c'est vrai que restituer un patrimoine spirituel, traditionnel, vraiment des ethnies, c'est quasiment impossible, mais ça serait quand même une entreprise aussi patrimoniale intéressante. Mais ça pose d'autres questions parce que c'est spirituel, c'est pas matériel en fait. Oui, mais tout à fait. C'est pas une entreprise facile, on est bien d'accord, et quelle que soit la partie dans laquelle on se place. Mais justement, est-ce que ça passerait pas aussi par la reconnaissance de... Vous voyez, on a créé le statut MNR pour les biens spoliés. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer le même statut, même si c'est la France qui continue à conserver les biens, par exemple? Parce que ça, c'est vrai que le musée Branly, il est magnifique et il assume très bien la fonction, mais est-ce que la propriété ne pourrait pas revenir aux États d'origine, par exemple? Je ne sais pas. Et puis, je sais que rien n'est simple en la matière, mais c'est une possibilité aussi. Alors, il y a effectivement, si vous voulez, il y a vraiment cette portée symbolique de dire, l'État français dit c'est à moi, donc c'est moi qui en décide le sort. En réalité. Donc effectivement, il y aurait peut-être une voie de sortie. Je ne sais pas si c'est faisable. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Il y a une notion en droit qui s'appelle les biens communs, en fait, qui n'appartiennent à personne, mais qui appartiennent à tout le monde. Alors, il est fondé en tant que gardien, mais pas en tant que propriétaire. J'ai marché sur quoi? Parce que, justement, il ne peut pas, comment vous dire, par exemple, il ne peut pas le vendre.
il en a la garde. Il peut juste essayer de le récupérer pour de nouveau l'exposer ou le garder dans ses réserves, mais simplement, il n'a pas un droit de propriété, c'est-à-dire il n'a pas l'abusus, le fructus, enfin voilà, enfin, vous savez ça mieux que moi. Si le bien est détruit, est-ce que l'État serait fondé à demander et à obtenir des dommages et intérêts? Alors, si il identifie l'auteur de... Tout à fait, ah oui, mais en tant que gardien. Eh oui, je sais, mais c'est pour ça que j'essaye de bien rendre l'idée que c'est un statut qui est totalement dérogatoire. C'est-à-dire qu'on a déconnecté ce statut de l'idée de propriété, puisque, encore une fois, on sait pertinemment que l'État n'est pas propriétaire. Mais en même temps, il a une obligation de garde, et cette obligation de garde, ça suppose qu'il puisse l'entretenir correctement, qu'il puisse le récupérer s'il est volé, etc. Mais c'est vraiment, vraiment dérogatoire. Est-ce qu'il y avait d'autres... Sinon, je vous donne... Ah oui, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport au rapport Savoie-Sarr. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas envisagé des modalités, on va dire, transnationales, notamment pour les cas des anciens royaumes qui traversaient les pays, ou une organisation comme l'Union africaine, notamment pour organiser une vraie politique publique culturelle? Eh bien, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'en réalité, j'ai le rapport avec moi, et donc dans une annexe, il nous explique, il nous donne le modèle de la convention qu'il voudrait proposer. Et en fait, chaque fois, c'est une convention bilatérale entre l'État français et un autre État. Or, à mon avis, effectivement, pour résoudre notamment les problèmes d'attribution, vous avez absolument raison, il faudrait au contraire se servir des organisations internationales qui se trouvent là-bas, et notamment l'organisation de l'Union africaine. Ça aurait été une piste. Elle n'a pas été explorée. Là, c'est... Je vous félicite pour votre travail. J'ai une question peut-être très spécifique des droits internationaux privés. Vous me balayez sur tous les champs du droit, c'est bon, je vous en prie. Vous êtes juriste oui, aussi. Oui, mais c'est comme les médecins, chacun sa spécialité. Non, je vous plaisante. Bon, sur la question spécifique des biens expoliés, surtout le bien expolié aux Juifs, par exemple, on sait que dans certains cas, il n'est pas possible de faire vraiment la restitution. Parce que parfois, les biens sont déjà disparus ou, dans certains cas, l'État n'est pas vraiment, disons, disponible à céder la restitution. Il y a eu un cas très connu, c'était le portrait d'Adèle Bloch de Klimt en Autriche. Oui. La solution s'est faite à travers l'arbitrage international. Oui. Mais pour certains cas, la solution, c'est payer des indemnités aux ayants droit. Est-ce qu'il y a des critères pour établir ces indemnités? Parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a une tendance d'appliquer une loi territoriale. Exactement. Voilà. Il n'y a rien du tout en droit international, notamment par exemple, parce que c'est pas du tout la politique française. Il n'en a jamais été question. C'est pas du tout la politique italienne, par exemple. Il n'en a jamais été question. Donc effectivement, ça relève vraiment d'une politique nationale et qui estime, selon les critères qu'il détermine, l'indemnité qu'il est susceptible de verser. Donc aucun texte international en la matière. Ça relève vraiment des États. Et encore une fois, à ma connaissance, il y a, je ne sais pas, à part l'Autriche peut-être et encore, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'États qui pratiquent ça. Alors, ce sera la dernière question, les deux dernières questions. On fera une conférence bis, c'est bien si ça vous intéresse. On avait une et demie. J'avais une question et demie. La première en termes de clarification, parce qu'on parle tout le temps dans tous les sujets abordés de restitution, mais d'après ce que j'ai pu comprendre de votre conférence, en fait, il ne s'agit pas vraiment de restitution. Pour le patrimoine africain, pardon, je cible sur le patrimoine africain. Vous avez raison. Ce ne sont pas des restitutions dans le sens où il n'y a pas ça n'emporte pas de transfert de propriété. Voilà. C'est ce que oui, j'ai tout compris. tout à fait. En fait, encore une fois, quand on parle, vous avez bien, tout à fait compris, restitution étant ici entendue au sens large, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on pourrait parler de retour
retour. Le retour, effectivement, pour le coup, c'est pas du tout juridique, mais ça traduit un peu la situation parce que, effectivement, parfois, le droit de propriété n'est pas du tout impacté. Donc, vous avez bien compris. Très bien. Et seconde question, alors c'était plus un élément de réflexion, puisqu'on parle souvent des biens qui ont été... disons qu'on reste un peu sur notre faim quant à la licéité de la propriété de l'État sur le patrimoine africain. Moi, je reste aussi beaucoup sur ma faim. Parce que vous avez parlé des butins de guerre, des biens pillés, etc. Ça, évidemment, je pense que ça ne pose aucun problème ni aucun doute sur la question. Si jamais le critère de la licéité devait venir, par exemple, pour une restitution en bonne et due forme avec transfert de propriété à l'état initial. En revanche, là où la question est beaucoup plus passionnante, c'est pour toutes les acquisitions de propriété intermédiaires. C'est-à-dire, j'ai rencontré un des conservateurs du Musée de l'Homme le mois dernier, qui m'expliquait qu'il n'y avait aucun problème. Vous avez parlé de la mission Dakar-Djibouti, et il nous expliquait qu'en fait, pour la licéité de la détention, de la propriété, même de parler de l'État, il n'y avait absolument aucun problème, puisque toutes ces acquisitions ont été faites en bonne et due forme. Alors, à savoir, est-ce que le troc, est-ce que l'achat, est-ce que les cadeaux diplomatiques d'État à État, d'État africains à la France à l'époque, sont des acquisitions licites. Voilà, mais on est bien d'accord, vous avez mis le doigt sur une des difficultés, c'est-à-dire que quand on commence à détailler les modalités d'acquisition, effectivement, il y a toute cette zone grise. Est-ce qu'on considère que on l'a fait vraiment spontanément parce que vraiment on était sympatoche et on voulait donner des choses, des œuvres d'art, ou est-ce qu'en réalité il y avait une sacrée pression et qu'on n'avait pas du tout le moyen de refuser? Et je suis tout à fait d'accord. Et moi, ce qui me gêne justement, c'est que on refuse de s'interroger, même si c'est très compliqué, mais de dire qu'il n'y a pas de problème, la propriété, elle est établie. Je trouve que c'est un peu simple, voire simpliste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le juge administratif français, je dis bien français, ne veut pas rentrer dans cette logique-là. Alors que pour vous donner un exemple, mais je vais repartir, je vais me faire disputer parce que je suis trop bavarde, le juge administratif italien a une politique extrêmement différente. C'est-à-dire que lui, il applique le droit international et il a restitué des œuvres en invoquant des principes du droit international. Alors attention, l'État italien a beaucoup à se faire pardonner, mais en fait, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière, c'est-à-dire, moi je restitue, et puis toi, tu me rends aussi des trucs que tu m'as pris. Donc c'est ça aussi. Mais en tout cas, pour vous montrer qu'il y a des positions qui sont différentes selon les juridictions. Et en tout cas, c'est sûr, le juge administratif français ne veut pas se mouiller. Il dit, moi je ferai ce que la loi me dit de faire, j'applique la loi. Si tout le monde est d'accord avec la domanialité publique et le machin comme ça, très bien, je passe à la suite. C'est frustrant, Ouais, je suis d'accord. Oui. Allez, dernière. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. J'entends. Pardonnez-moi. Oui. J'avais une question toujours concernant le droit international. Vous avez parlé de deux sources très importantes du droit international. D'une part, les conventions multilatérales et d'autre part, les traités bilatéraux. Oui. Alors, les premières, on a bien vu, il y a un gros souci d'efficacité à ce niveau-là, puisqu'elles ont été ratifiées, si ratifiées, elles l'ont été tardivement. Tout à fait. Et pour les secondes, vous l'avez bien expliqué, il faut une volonté politique. Alors, j'ai une question, puisqu'il existe une autre source de droit international, qui est la coutume. Pensez-vous qu'il pourrait exister une coutume internationale ? Ça me ravit que vous me posiez cette question, puisque je ne voulais pas rentrer dans les détails. C'est exactement l'analyse du juge administratif italien. Le Conseil d'État italien a considéré en 2013 qu'effectivement, il y avait une coutume internationale qui obligeait à restituer. Autant vous dire que le juge français est absolument hostile à la reconnaissance d'une telle coutume. Donc vous voyez, vous méritez de statuer, vous méritez de siéger au Conseil d'État italien, vous avez la même analyse. Merci. J'ai une autre question, je suis désolée pour les gens qui veulent partir, mais on les retient. Donc le fait d'avoir dégagé une coutume internationale, même si à ce moment-là ce n'est qu'à un niveau national, du coup,
ça pourrait permettre la saisine de la Cour internationale de justice, par exemple? Pas en l'état actuel, justement, parce que, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est une position isolée, certes de la plus haute juridiction administrative italienne, mais elle est nationale, et ce n'est pas quelque chose qui est reconnu, j'allais dire, au niveau international. Alors peut-être qu'avec le temps, ça viendra, puisque vous savez bien, vous connaissez les conditions de formation de la coutume, etc. Donc on peut imaginer, mais il faut quand même bien reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se bouscule pour reconnaître une telle coutume au niveau international. Parce que vous avez compris quelle est l'implication, hein, évidemment. Voilà, je crois que ça suffit. Merci vraiment à toutes et tous de votre intérêt. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée et j'espère que ça vous aidera à avoir vu un tout petit peu plus clair. Merci.